tarder, je vais passer la parole à Mme Piquet. Oui, merci. Merci Clémence. Bonjour à tous et merci d'être du rendez-vous. Les premières étapes du plan de déconfinement ont commencé à être présentées depuis hier par notre premier ministre. On salue d'ailleurs l'annonce du jour, soit l'ouverture de certaines entreprises au cours des prochains jours et également au cours des prochaines semaines et également l'ouverture de plusieurs commerces. Comme on peut le constater, il faut être très prudent car l'ouverture se fera de façon graduelle et la prudence sera décidément un facteur de succès. Aujourd'hui, je trouvais important de prendre la parole afin de vous livrer notre préoccupation pour nos jeunes. C'est pas facile en ce moment pour personne, mais actuellement pour nos jeunes secondaires qui doivent composer avec le fait de demeurer à la maison et de ne pas voir leurs amis. Et même pour les jeunes du secondaire 5, on pense à leur base de finissant, on pense à leur voyage à New York et tout ce qui s'ensuit, tellement important lorsque nous sommes à finaliser notre secondaire. Nous savons tous que c'est un âge au cours duquel nos amis ont vraiment plus d'importance. Cependant, il y a certainement le bon côté des médias sociaux, notamment celui de garder un contact avec ses proches malgré le confinement. Toutefois, on le sait actuellement, même les médias sociaux ont leurs limites. Nous demandons encore une fois à nos jeunes d'être prudents et de continuer leurs efforts. Je tiens à souligner et à inviter les jeunes de sortir dehors pour prendre l'air, profiter du printemps, de faire du jogging, de faire de la marche, de faire du vélo, mais notamment de ne pas demeurer à l'intérieur de la maison, de profiter de la belle Gaspésie. On ne doit pas oublier que l'important, c'est de garder la distance, de laver les mains régulièrement et rester à la maison si nous sommes malades. Notre enjeu pour un temps, c'est de s'adapter, c'est de s'habituer à vivre avec le COVID-19. Mais je suis assurée qu'il y aura un après pour vous tous les jeunes, et c'est vers là qu'on s'en va. Donc, je termine en vous remerciant tous et toutes de ce que vous faites tous les jours pour protéger les gens que vous côtoyez et ainsi vous protéger. C'est la seule façon d'en sortir gagnant. Merci beaucoup. Merci. Docteur Denevier. Oui, bonjour. Écoutez, pour ce qui est de la situation générale, d'un point de vue épidémiologique, on est toujours sur notre plateau stable. On n'a pas eu de cas hier, mais on ne sait pas comment on va l'avoir aujourd'hui, mais on est toujours dans ce plateau qui évolue entre 0 et 10 cas par jour. Vous avez vu que donc ça met la table à ce qui a été annoncé par notre premier ministre là, de la suite du déconfinement annoncé après les systèmes de garde, les écoles, les industries. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ça ne sera pas déconfiné tout d'un coup. Il va y avoir peu à peu un certain nombre de secteurs économiques qui vont ouvrir. Et comme l'a beaucoup rappelé Horacio Arruda, ils vont ouvrir dans la mesure où on sera en mesure de valider que l'épidémie n'est pas en train de reprendre du galon. Donc, comme ça a été dit, comme sous une forme de slogan, là, ouvrir l'économie sans repartir à la politique. Nous, les employeurs ne sont pas laissés tout seuls dans cette aventure, non plus que les travailleurs. Vous savez sûrement, mais la direction de santé publique compte une équipe de santé au travail qui travaille en étroite collaboration avec la CNSST et principalement son équipe de prévention et d'inspectorat. Et nous sommes en mesure de pouvoir supporter toutes les nouvelles entreprises qui vont reprendre le travail. L'INSPQ, puis maintenant le CNSST a repris sur son site plusieurs documents
qui permettent de savoir pour telle industrie en particulier, pour tel commerce en particulier, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, ça nous permet de savoir comment on reprend nos activités, quelles sont les mesures qu'on doit mettre en place. Le visage de nos commerces, le visage de nos entreprises va changer. C'est clair qu'il n'y aura pas autant de monde. La distance sociale, la distance physique de 2 mètres va être respectée à peu près partout. Sinon, il va y avoir des mesures, des barrières physiques qui vont être installées. Donc, le rôle de l'équipe de santé au travail est vraiment de contacter chacune des entreprises et de pouvoir leur expliquer un peu les documents qu'ils ont reçus, voir s'ils ont des difficultés à les mettre en œuvre. On pourra même avoir des gens qui pourront se rendre sur place pour aider à la mise en place de mesures si nécessaire. Alors, il ne faudra pas hésiter à les contacter. Dès demain, on devrait avoir, je vous dis dès demain, mais des fois c'est après-demain, en tout cas, là, dès les prochains jours, on aura un numéro de téléphone qui vous sera diffusé, qui permettra de rejoindre directement les équipes de santé au travail. Et puis, si jamais vous avez des besoins pressants à partir d'aujourd'hui, vous pouvez toujours téléphoner à la direction de santé publique et on fera suivre le message. Alors, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais donner en introduction. Merci. Raphaël Lapierre, quatrième. C'est un peu plate, là, j'aime pas ça expliquer sur les chiffres, mais ça m'amène à nous donner par RLS se promène beaucoup. Là, on a été à 8 pendant un bout de temps, 9, on est revenu à 8, on est revenu à 9. Est-ce qu'on est à 8 ou à 9? Puis qu'est-ce qui explique qu'il y a un chiffre, là, il y a comme une donnée qui a l'air qui se promène de jour en jour? Ah ben pour les villes, le problème qu'il y a eu entre 8 et 9, c'est qu'il y a eu une personne qui était anciennement une résidente des îles qui vit à Montréal et qui, quand elle a répondu à l'enquête, elle a donné son adresse de Montréal, mais avec son code postal des îles. Ça fait que comme la machine, elle a pris juste le code postal, elle l'a attribué aux îles. Là, donc, le 9 qui vient s'ajouter, on vient... Théoriquement, c'est supposé être là. OK, mais parce que là, il y en a un qui s'est ajouté aujourd'hui. C'est ça, dans le fond, Ah ben c'est un peu étrange parce qu'on n'a eu aucun cas aujourd'hui. OK, ben donc, dans le fond, c'est encore un... C'est encore la machine qui s'amuse. On va essayer de voir à quoi elle joue. OK, ben non, c'est ça. OK, donc, vous maintenez qu'on est à 8 dans ce cas-là? Ben oui. OK, parfait. Donc, 8 selon la santé publique, puis parfait. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Catherine Poisson, Radio-Canada. Oui, ben moi, je sais qu'on vous a posé la question hier au point de presse, mais je voulais juste voir si on avait des nouveaux détails là, sur les barrages routiers. Est-ce qu'on sait si, on nous dit qu'ils sont maintenus pour le moment, mais est-ce qu'on sait s'ils vont être retirés, puis à quel moment, ou si certaines personnes vont pouvoir passer, mais à quelles conditions? On devait avoir des informations là-dessus, mais on n'en a pas eu. Fait que j'imagine que les réflexions sont en cours. OK. Puis est-ce qu'on sait à quel moment on aura plus de précision? Ben non, ils ne me l'ont pas dit. Okay. Mais j'imagine qu'on va le savoir bientôt, mais on n'a eu aucune information supplémentaire depuis hier là-dessus. Merci. Joanne Bérubé, Radio-Canada. Oui, bonjour. Vous avez parlé de mesures de prévention auprès des entreprises et j'imagine aussi dans les écoles. Est-ce que vous avez des mesures de surveillance? Est-ce que vous allez mettre des mesures particulières pour surveiller d'éventuelles éclosions dans les écoles ou dans les entreprises? Est-ce qu'il va y avoir justement une surveillance accrue? Puis de quelle manière vous allez procéder? Bien, la surveillance ne sera pas très différente de ce qu'on fait actuellement, sauf que évidemment, les milieux scolaires, les milieux de travail sont avisés de bien surveiller les symptômes. La première mesure, c'est si quelqu'un développe des symptômes, ben, il doit être référé pour avoir un test immédiatement. Donc, c'est juste cette vigilance
qu'on va demander au milieu de travail et au milieu scolaire, qui va nous permettre d'avoir rapidement la réponse si jamais il y avait des symptômes qui ressemblent à la COVID qui se développaient dans ces milieux-là. Une fois qu'on a une personne, ben, c'est toujours notre mécanisme d'enquête qui va rester. C'est-à-dire qu'on interroge la personne pour savoir puis qui elle a rencontré dans les 48 heures avant le développement des symptômes, puis qui elle a rencontré jusqu'à temps qu'elle soit en isolement. Et à partir de là, on fait une liste de contacts, on établit les personnes qui sont les plus proches, qui doivent elles aussi rester en isolement, puis les personnes qui doivent simplement surveiller leurs symptômes parce qu'ils ont pu rencontrer la personne, mais ils ne l'ont pas rencontré de façon significative. Donc, les risques élevés, les risques faibles. Et c'est comme ça qu'on réussit finalement à circonscrire une nouvelle éclosion. Merci. Gilles Philibert, Radio-Canada. Oui, bonjour, docteur Bonny-Bugé. J'ai deux questions. Ma première, la situation est stable. On remarque qu'on a atteint un plateau depuis quand même plusieurs journées. Ma question est la suivante. Selon vous, est-ce que le déconfinement des prochaines semaines, qui va évidemment toucher les écoles et aussi certains commerces, risque d'entraîner l'augmentation des temps pour la Gaspésie et les îles? Et aussi, quelle est la capacité d'accueil des hôpitaux pour accueillir de nouveaux cas exigeant une hospitalisation? Pour la question sur la capacité d'accueil, je vais laisser Mme Duguay le dire, mais pour ce qui est de l'augmentation des cas, oui, on s'attend à une certaine augmentation et on a calculé aussi un seuil acceptable d'augmentation. C'est-à-dire qu'on s'attend à une augmentation, mais pas une augmentation qui va continuer. On s'attend juste que notre plateau, qui est actuellement en moyenne de 7 cas par jour, pourrait remonter d'une dizaine de cas de plus, là, autour de 17-20 cas par jour. Mais ça serait compatible avec la capacité d'accueil. Pour ce qui est des plus de précision, je laisse Mme Duguay en parler. Au niveau de la capacité hospitalière de recevoir des nouveaux cas, c'est sûr que c'est environ entre 65 et 70, mais il faut bien comprendre que c'est pas une augmentation de nouvelles places dans nos milieux hospitaliers, c'est de la transformation qu'on fait là, pour la plupart des lits. D'accord. La deuxième question, la disponibilité, quelle est la disponibilité, les possibilités d'augmenter les tests si, évidemment, on faudra surveiller de près ce qui se passe notamment dans les écoles. Est-ce qu'on a prévu de disponibiliser du matériel pour être en mesure de faire plus de tests si les besoins se font sentir? Oui, tout à fait. Le CIS de Gaspésie, comme le CIS des îles, savent qu'on va avoir éventuellement plus de tests. Donc, ça veut dire que ça prend plus d'écouvillons, ça prend plus de milieux de transport. L'hôpital de Rimouski qui nous dessert en laboratoire pour ces tests-là a des capacités. Ils nous ont déjà avisé qu'ils avaient toutes les capacités qu'il fallait. Donc, j'imagine qu'ils se sont approvisionnés en réactifs en conséquence. Alors, tout le monde se prépare à effectivement faire beaucoup plus de tests. Quand on dit que c'est vrai au niveau national, ben, ça se décline un peu comme ça dans chaque région. Merci. Et hier, vous avez soulevé le fait qu'il commençait à manquer peut-être de matériel éventuellement. Vous en avez pour combien de temps, en fait? J'ai pas vu les derniers. On a une revue, je sais pas, Mme Duguay, est-ce que vous avez vu les derniers rapports qu'on a reçus, Jean-Pierre Colette, là, qui s'occupe du suivi de tout le matériel? Oui, tout à fait. Écoutez, actuellement, on n'est pas en problème. On est en train de regarder aussi, quand on regarde au niveau des blouses, ça va quand même bien. Et pour tout le matériel stérile, là, les uniformes, pour les blocs opératoires, on était aussi correct, là. Fait que non, actuellement, on n'est pas en problème là, je vous dirais, dans les 2 prochaines semaines. Là. Puis, il y a pour les tests, on a déjà eu un petit peu, on était un peu à court du côté des écouvillons, mais le problème a été réglé. Très bien, merci beaucoup. Merci. Monsieur Ricard, Télé-Soleil. Pas de question, merci. Louis-Philippe Rivière. Oui,
Oui, donc vous avez parlé là, de la capacité des hôpitaux, donc 65 à 70 lits, là, avec la reprise des chirurgies non urgentes la semaine prochaine, là, à hauteur de 40 de votre capacité. Est-ce que vous pensez que la capacité des lits va diminuer justement pour accueillir des gens qui souffrent de la COVID? Il faut se rappeler que c'est le bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est quand même normalement, c'est des durées de séjour qui sont quand même relativement courts. On pense pas que ça va tant diminuer là, la disponibilité parce qu'on est organisé pour recevoir le nombre exact que je disais tantôt. Donc, on s'organise avec nos lits de médecine et nos lits de chirurgie. OK, donc on regarde à 75 %. D'accord. Merci. Merci. Igor Nesson, Télégaspé. Oui, bonjour à vous. Sachant qu'il va y avoir plus de transmission dans la communauté, est-ce qu'on pense augmenter les mesures de suivi au niveau des employés? Je pense entre autres aux employés de soutien, dans les, que ce soit à Monseigneur-Ross ou dans les CHSLD, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination, que ce soit par le biais des objets ou ce genre de choses? Je dirais qu'actuellement, il demeure que dans tous nos CHSLD, les mesures de prévention sont vraiment mises en place, sont vraiment bien suivies. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Je pense que quand on regarde tout ce qui est fait depuis le début au niveau de la prévention des infections avec toute l'équipe des infirmières de prévention qui sont dans les CHSLD 7 jours semaine, je pense que ça va relativement bien. Si on prend comme par exemple notre résidence Saint-Joseph à Maria, il faut se rappeler que le dernier cas positif date du 19 avril. On se croise les doigts naturellement pour que ça continue de bien aller. Mais les mesures de prévention sont vraiment mises en place et suivies par l'ensemble de notre personnel. Très bien, merci. Merci, Mirko de Silva, TV-CGA. Pas de questions, merci. Nelson Sergerie, CHMC. Oui, docteur Bonnie-Vigée, tantôt vous disiez qu'on pourrait aller vers 17 à 20 cas là avec une nouvelle augmentation des pics. Quel est le niveau acceptable comme pic dans la région là, avant de dire bon, il faudrait peut-être penser à reculer un peu dans les mesures d'avancement là? C'est justement ce que je disais là, autour de 17 à 20, là, nous on voudra pas aller plus loin. Donc, ça veut dire que dès qu'on va atteindre autour de 17, on va lancer un message au ministère puis discuter avec eux comment on ralentit la progression des mesures dans notre territoire. Puis peut-être, je serais étonné qu'on soit les seuls à avoir une augmentation comme ça. Là, quand l'augmentation va être trop grande, il y a plusieurs régions en même temps qui vont se retourner vers le ministère puis demander de ralentir un peu le rythme. Merci. Oui, une dernière question? Oui. À ce moment-là, si on atteignait 20 cas par jour pendant quelques jours, jusqu'à quelle serait la pression sur le réseau actuel? Est-ce qu'on serait en mesure quand même de les traiter de façon adéquate ou là, il faudra ralentir d'autres activités pour se consacrer à la COVID-19? Non, 20 cas par jour, là, pour la Gaspésie et les îles, on était prêts, justement, les hôpitaux étaient prêts, les services à domicile pour donner les services là, à plus de cas. Rappelons-nous c'est les premiers endroits qu'on a préparés dans nos organisations. C'est vraiment là que ça se passait. Donc, on serait prêt, M. Sergerie, à recevoir là, la clientèle qui aurait besoin de services. Merci. Merci. Mario sur QFM. Oui, bonjour, M. Bonnie-Vigée. On dit qu'au Québec, ce déconfinement-là, ça peut représenter à peu près 196 000 travailleurs au Québec. En Gaspésie-les-Îles, est-ce qu'on a une idée du nombre de travailleurs qui pourraient revenir sur le marché du travail à partir du 4 mai? On n'a pas fait ce calcul-là parce qu'on n'avait pas, on n'est pas dans le secret des dieux d'avance. Alors, on l'apprend en même temps que vous en conférence, quels vont être les secteurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va calculer ça. Si vous voulez. OK. Et aussi, vous avez parlé d'un comité de santé au travail qui va être là pour guider un petit peu les entrepreneurs et les entreprises. Donc, pouvez-vous juste m'en
parlait un petit peu de son était mauvais tantôt. Est-ce qu'on parle d'un comité gaspésien ou différents comités, puis tout ça, ça va être supervisé par la direction de la santé publique, si j'ai bien compris tantôt? Ben, à l'intérieur même de la santé publique, on a plusieurs services et on a, entre autres, un service de santé au travail. Donc, on a une quinzaine de personnes réparties sur le territoire avec des spécialistes ici à Gaspé qui s'occupent de la santé au travail, qui soutiennent déjà les entreprises, qui font des visites et qui aident les entreprises à s'assurer de la santé et de la sécurité des travailleurs dans leur milieu. Alors, c'est cette même équipe qui a été rehaussée un petit peu compte tenu des circonstances qui va offrir ses services à tous les employeurs de la région pour s'assurer que les gens sont en mesure de mettre en œuvre les recommandations qui leur sont faites par l'INSPQ et la CNSST pour que leur milieu de travail soit adapté à l'épidémie de la COVID. Alors, c'est une équipe permanente qu'on a à la direction de santé publique. C'est pas un nouveau comité, là. C'est simplement qu'ils vont se concentrer sur ce travail d'accompagnement pour les nouvelles mesures qui sont. OK, merci. J'aurais peut-être, Mme Beaulieu, une précision à faire sur une question qui m'a été posée tantôt. On me disait si, par exemple, on avait 20 nouveaux cas en Gaspésie par jour, est-ce qu'on pourrait donner les services? Il faut se rappeler que sur tous nos cas, nos 160 cas qu'on a en Gaspésie actuellement, on a eu 15 hospitalisations. Donc, c'est toujours un très petit nombre qui est hospitalisé. Ce ne seront pas les 20 qui seraient hospitalisés. Merci. Gilles Gagné, avec le soleil. Juste une seconde. Les cas communautaires, Dr Bonnie-Vigé, est-ce qu'on a d'autres... avez-vous finalement, abdiqué? Ce sont vraiment des cas communautaires, vous n'avez pas trouvé de la source de contamination? Puis, est-ce qu'ils sont contrôlés au sens où ces cas-là n'ont pas fait de petits ou pas trop de petits depuis que vous les avez détectés? Je vais commencer par la deuxième partie. Effectivement, ces cas-là, même si on n'a pas trouvé l'origine de leur infection, on a trouvé leur descendance, c'est-à-dire on s'est assuré que tous les contacts étroits de ces personnes-là étaient mis en isolement aussi, et ça s'est rapidement éteint. On n'a pas eu d'autres cas qui sont survenus. Ça n'a pas donné lieu à des éclosions importantes. C'était toujours 2-3 personnes autour de ces cas-là. Mais sans abdiquer, on n'a pas retrouvé effectivement les causes de contagion de quelques personnes. OK, puis on parlait toujours d'une dizaine de cas? Moins d'une dizaine. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en Lucas? J'en aurais une dernière, Clémence. Oui. On parle d'hospitalisation dans la région, mais je présume que Rimouski va demeurer quand même l'hôpital, entre guillemets, de référence. C'est-à-dire que les patients sont hospitalisés, mais ils sont transférés après un certain temps à Rimouski, ou on les stabilise au transfert, ou on va vraiment les garder ici? Actuellement, les gens sont transférés du moment que tu es hospitalisé et tu es diagnostiqué positif, tu es transféré. Donc, que ce soit sur le plan clinique, là, avec de faibles facteurs, tu es transféré, que tu vas aux soins intensifs, intubé, tu es transféré également. Donc, est-ce que le ministère va décider que nous avons quand même nos centres en Gaspésie et qu'on va devenir des centres désignés? J'imagine que si on augmente le nombre d'hospitalisations, qu'effectivement, on pourrait avoir à donner les soins à nos gens de la Gaspésie. Mais actuellement, ce n'est pas la décision. On est toujours à Rimouski. Merci. En question complémentaire, Mme Duguay, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la capacité de Rimouski pour la Gaspésie? Alors, j'ai pas le nombre de sa capacité, mais il semble pas, à l'heure actuelle, avoir de problème à donner des services ou des soins à la clientèle gaspésienne qui est transférée.
s'il y avait eu des problèmes, les responsables nous auraient contactés. Actuellement, ça va très bien. Tant pour ça que pour les services aussi au niveau du laboratoire pour les tests de dépistage. Merci. Une dernière question? Parfait. Donc, comme d'habitude, si vous avez d'autres questions ou des demandes d'entrevue, juste à m'écrire par courriel, puis je ferai le suivi. Merci tout le monde. Bonne journée.